des pouvoirs d'agir, comment ça se conjugue. Et puis aussi notre atelier un peu les gratté pour la FCSF sur comment animer mieux le réseau fédéral sur les territoires, etc. L'interdépendance. Comment, pardon, mieux animer le réseau sur les territoires. Voilà. Ce réseau sur les territoires. Alors là, on était constitué en tas, puis on s'est dit que une pyramide pour arriver à la pyramide de Maslow, je vous explique pourquoi. Il y avait une question sur comment on fait finalement pour le mettre en œuvre. C'est plus compliqué dans la pratique que dans la théorie. Et une des personnes disait, il y a un groupe qui nous disait, mais en fait, les personnes, quand elles sont en précarité, leur demander d'aide dans l'agir, c'est très compliqué. Et on se demandait si finalement, il ne fallait pas qu'on ait un match Maslow versus Le Gosset pour se dégager de cette théorie qui pouvait parfois nous handicaper dans la mise en œuvre concrète du pouvoir d'agir. Ok. Une dernière réaction, puis je propose qu'on échange. Nous, dans notre groupe, on a parlé un peu on est revenu sur du coup, la formation qui avait été faite par Yann Le Gosset, du coup, et on se disait que c'était à la fois d'un côté assez frustrant pour ceux qui n'ont pas été formés, parce que on a des mots-clés, des choses qui ressortent, mais on aimerait en savoir plus, et en même temps, c'est tellement quelque chose qui, pour ceux qui ont été formés, c'est tellement quelque chose qui a été de l'ordre du vécu personnel durant cette formation, que c'est difficile de transmettre ce qui s'est passé. Donc du coup, on voulait avoir des réactions là-dessus sur la possibilité de transmettre, de diffuser des choses qui se sont passées durant cette formation. Voilà. Merci. Je propose qu'on laisse la parole à Yann. Yann, il me semble qu'il serait intéressant que tu réagisses sur une première question qui est un peu fondamentale. Finalement, le DPA, c'est un outil mécanique, c'est au service d'une visée. Ça serait bien de démarrer par ça. Dans le volume 1 du bouquin qu'on a écrit sur le parcours de l'impuissance, on commence par poser la question qu'est-ce que la vie bonne? Qu'est-ce que le bonheur? Et on consacre un chapitre à cette question, on arrive à l'hypothèse que le bonheur, c'est l'épanouissement personnel et collectif. Que chacun puisse aller au bout de ses possibilités, qui sont d'ailleurs sans limite, théorique. Ensuite, on pose la question qu'est-ce que la justice? On s'aperçoit que c'est un curseur, une société toujours plus ou moins juste, mais on en arrive à l'idée que quand on arrive à l'équité de l'accès aux ressources, on est dans une société plutôt juste. Et si on prend ce critère-là pour évaluer la société dans laquelle on est actuellement, on est dans une société plutôt pas très juste, plutôt injuste. On en arrive à la troisième chapitre où on met en évidence que ce que peuvent faire les pratiques sociales, c'est réduire cette injustice en favorisant l'épanouissement des personnes. Donc, la première analyse que l'on fait, c'est que les problèmes sociaux sont d'abord structurels, ils sont le produit d'une société injuste. C'est-à-dire, très techniquement, une société dont l'accès et l'utilisation des ressources n'est pas équitable. Les gens sont placés de façon systématique dans une situation de manque de ressources, alors que d'autres sont dans une situation d'abondance. Et que c'est ce problème-là qui engendre des difficultés sociales. Ces difficultés sont de nature personnelle. Et la thèse qui est développée, c'est en travaillant au développement du pouvoir d'agir personnel et collectif, on peut rééquilibrer par le changement émergent la justice sociale, du moins travailler à rendre la société plus juste et favoriser l'épanouissement des personnes. Donc la visée essentielle, c'est de faire en sorte que les pratiques sociales se mettent au service d'une société plus juste. Le pouvoir d'agir, ça va être un moyen pratique et concret pour permettre ce changement. C'est donc bien plus qu'une mécanique et qu'un outil, si je comprends bien. Il me semble qu'il y a aussi quelques questions là sur la question de la temporalité. Je pense que tu as souvent dû l'entendre, Yann. Oui, mais travailler avec des habitants dans leur temporalité, sur cette dimension de conscientisation, c'est souvent pas du tout la même temporalité administrative, des financements, enfin, etc.
Et il me semble entendre souvent cette question-là comme un élément qui nous questionne à minimal, parfois qui nous empêche. Et puis je l'associerais bien, même si c'est pas exactement la même chose, mais la question de l'impact sur le DPA et comment on communique dessus par rapport à nos partenaires. Une autre hypothèse qui était celle de dire, mais peut-être que la communication, il faut qu'elle se fasse avec les habitants, et que c'est les habitants qui vont dire ce qui est utile et important pour eux. Je te laisse réagir sur ces quelques éléments. Pour ce qui est de communiquer sur le DPA, le plus simple, c'est de faire la démonstration de ses effets. C'est-à-dire que ça s'appelle DPA ou Tartampion, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une situation A qui est devenue une situation B et que ça va aller dans le sens d'un changement souhaitable pour le bailleur de fonds. Donc, faire la preuve par la démonstration, en fait, tout simplement. Et quant aux personnes concernées, elles n'ont pas forcément besoin de nommer le pouvoir d'agir. Elles ont juste à simplement illustrer les changements qu'elles ont vécus et elles nommeront le pouvoir d'agir sans utiliser le terme. C'est comme la pause avec M. Jourdain. Il n'y a pas besoin d'appeler ça pouvoir d'agir pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, je dirais que pour ce qui est de rendre compte de sa pratique, c'est surtout permettre de mettre en évidence les changements que vous observez suite à cette pratique. C'est quoi la première question? La temporalité. Ah oui, alors la temporalité. Le premier axe du modèle s'appelle l'introduction d'une unité d'analyse acteur en contexte. Ça signifie que dans cette approche, on ne s'intéresse pas aux individus pour les individus, ni au contexte pour le contexte, et on ne sépare jamais les deux. C'est telle personne, ou tel groupe de jeunes dans tel quartier. C'est avec ça qu'on réfléchit. Donc, on ne s'intéresse pas aux unités individuelles ou au contexte. Dans le cadre de cette unité d'analyse, le temps dont on dispose est un élément de contexte, tout simplement. C'est-à-dire qu'on inverse la proposition, c'est pas « j'ai pas le temps de faire ça », mais qu'est-ce que j'ai le temps de faire avec le temps que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire avec le temps que j'ai? Donc ça ne signifie pas qu'on ne doit pas essayer d'avoir plus de temps, d'aligner les agendas institutionnels pour obtenir plus de marge de manœuvre, mais ici, maintenant, qu'est-ce que je peux tenter avec le temps que j'ai? Est-ce que quand on est en précarité, on ne peut pas développer son pouvoir d'agir? Si, sur sa précarité. Il n'y a pas de contradiction du tout avec la pyramide de Maslow, à la nuance près qu'il y a le côté étagère, là, avec un peu la difficulté. C'est pas parce qu'on a rempli nos besoins d'alimentation qu'on n'a pas le désir de citoyenneté. C'est pas parce qu'on a des besoins primaires qui ne sont pas comblés qu'on n'a pas des ambitions d'épanouissement personnel. C'est bête à dire, mais même les pauvres ont envie de s'épanouir. Peut-être juste, je suggérerais de ne pas répondre là maintenant, mais qu'on réponde ensemble à la question de mieux animer le réseau sur les territoires. Là, il me semble que c'est une question là, qui nous appartient et sur laquelle on va pouvoir continuer à réfléchir ensemble cet après-midi et demain. Il y en a une dernière aussi, peut-être la formation action collective à visée émancipatrice que quelqu'un a baptisé FAV, et depuis tout le monde l'appelle FAV, on ne sait pas pourquoi, mais dans le réseau il y a une formation qui s'appelle FAV. Personne ne sait, mais ça veut dire globalement la formation à l'action collective qui vise à développer le pouvoir d'agir collectif. Moi, mon hypothèse sur cette formation, c'est qu'en 2014, quand on discutait avec Yann Lebossé, avant de démarrer la formation, tu disais, Yann, mais le pouvoir d'agir, quand sur les centres sociaux, il va peut-être falloir que vous trouviez ce que ça veut dire pour vous, le pouvoir d'agir et le pouvoir d'agir collectif, et que vous inventiez vos façons de faire, ce qui est en adéquation avec votre réseau, vos enjeux, etc. Acteurs en contexte aussi dans cette dimension-là. Vraiment, mon hypothèse, ce serait que cette formation qui essaime un peu partout, elle répond aujourd'hui à ce que nous, on est en train de s'approprier collectivement comme du pouvoir d'agir collectif dans notre réseau. Et puis, on voit bien comment elle change
toutes les semaines ou tous les 15 jours, au fur et à mesure qu'on s'enrichit, on recroise Yann et on réintroduit un outil et on recroise un autre compagnon de route et on réintroduit un outil. Je crois que c'est ça, cette formation qui est en train de s'essaimer un peu partout. Je crois que c'est notre façon à nous de parler un peu de pouvoir d'agir collectif dans le réseau. Ça me permet d'ajouter que la notion de pouvoir d'agir dans la vie quotidienne, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le pouvoir d'agir, c'est un concept, c'est une abstraction. C'est toujours le pouvoir de quelqu'un d'agir sur quelque chose. Le pouvoir d'un groupe d'agir sur une réalité. Donc forcément, dans votre réalité à vous, des centres sociaux, vous avez développé une conception du pouvoir d'agir adaptée à la réalité des centres sociaux. Donc le fait que ça parle de visée émancipatrice, c'est intéressant. J'aurais des échanges théoriques intéressants avec les gens qui s'intéressent à cette expression. Mais c'est probablement effectivement la façon dont la fédération ou les centres sociaux traduisent concrètement dans leur pratique la notion de pouvoir d'agir. Et pour finir, et je crois que c'était notre collègue du Vaucluse qui démarrait tout à l'heure en disant mais il y a des fédés, il y a des territoires dans lesquels on démarre sur la question et c'est très bien. Enfin oui, on sait bien que c'est ça aussi notre réseau. À l'inverse, non pas à l'inverse, mais on voit aussi que toutes ces interactions, toutes ces rencontres, tous ces espaces de coopération va permettre aussi de diffuser et d'infuser. Donc voilà, chacun y va effectivement à son rythme, mais globalement, on voit bien que, et tu nous l'as dit aussi Yann, les choses avancent. Je propose qu'on s'arrête là, pour ce moment, que vous ayez droit à une pause, mais avant que vous le leviez, stop, madame, j'ai 4 consignes, mais d'une importance capitale pour la suite de notre escale. Si vous n'avez rien écouté de l'après-midi, c'est maintenant qu'il faut tout écouter. Pour ceux qui ont écouté, vous écoutez quand même encore. On a 3 petites informations. Il y a 3 choses au programme ce soir, à partir de 18h.